Alors, oui, moi, donc, je me suis également interrogée, comme tous, sur ce sujet, les vulnérabilités liées à la santé. Et par rapport au programme, j'ai dit le regard d'une économiste, parce que je ne sais pas si tous les économistes diraient la même chose que moi, et ensuite, quand même, un économiste de la santé, et donc des collègues qui seraient économistes, spécialistes du travail, de la pauvreté ou des inégalités, pourraient vous dire autre chose. Donc, alors moi, je me suis dit, comment on définit la vulnérabilité? Nous, au départ, en économie, quand on s'intéresse notamment à la distribution des revenus, à la situation socio-économique des personnes, on pense tout d'abord à la pauvreté. Et la pauvreté, ça fait référence à l'absence de ressources matérielles, culturelles ou sociales, le fait d'avoir un manque des ressources nécessaires. Alors, on est passé d'une définition absolue de la pauvreté, dans certains indicateurs internationaux, on est à quelques dollars par jour pour vivre, à des définitions relatives. L'INSEE mesure aujourd'hui la pauvreté par le fait d'avoir des ressources inférieures à 60% du revenu médian. C'est la définition internationale. Et on me la mesure aussi à 40% du revenu médian, 50% du revenu médian. Et là, on commence à dire que ça n'est plus forcément le fait de ne pas avoir, je dis n'importe quoi, de voiture, de téléphone, un logement qui a un certain nombre de pièces pour une famille de 4 personnes. On commence à dire que c'est être finalement plus pauvre que les autres. Et donc, on parlait d'un concept qui était au départ absolu, un concept qui devient intrinsèquement, dans la mesure que l'on en a, relatif. Et donc, du coup, ça devient les personnes qui sont en bas de la distribution des revenus, et avec une idée, un peu normative quand même, qu'avec moins de 50% du revenu, du niveau de vie, qu'ont 50% des Français, c'est ça le revenu médian, eh bien, on a certainement des difficultés à avoir les mêmes opportunités que les autres. Mais pour autant, on a un seuil qui est relatif, donc ça pourrait vouloir dire, on le mesure en France, pour la totalité de la population française, mais on pourrait tout à fait... Donc ça veut dire, par exemple, que quand on compare un pauvre d'un pays à un autre, eh bien, on va avoir des définitions relatives. Mais, comme le disait Daniel Benamouzik ce matin, on n'est pas encore dans une notion totalement relative, mais qui existe aussi. Certains économistes s'intéressent aux notions de privation relative ou déprivation relative, le fait de se sentir en dessous des autres. La question n'est pas simplement de savoir quel est le niveau de ressources absolues que vous avez, ou absolu par rapport à la moyenne des gens d'autres pays, mais également, est-ce que vous avez juste beaucoup de gens au-dessus? Et alors ça devient quelque chose d'extrêmement différent, y compris à travers la France, parce qu'on ne se sent pas pauvre de la même manière quand on est entouré de gens qui ont des revenus très élevés que quand on est dans des zones particulièrement homogènes. Et on sait que les gens ont un sentiment bien plus important de pauvreté lorsqu'ils vivent dans un endroit où il y a aussi des gens riches. Et à ce titre-là, Paris intramuros, c'est sans doute l'endroit en France où les gens se sentent potentiellement le plus mal, puisque à 2 coins de rue possibles, vous avez des restaurants à 150 € le menu et des gens qui vivent en ZEP ou dans des appartements surpeuplés. Alors c'est aussi quelque chose qui se fait dans beaucoup de centres-villes aujourd'hui, avec cette gentrification, etc. Mais enfin, on a cet enjeu. Alors après, on s'est mis à parler de la précarité. Et alors la précarité, c'était pas la pauvreté. La précarité, c'était le fait... on a commencé à introduire l'absence de sécurité. Et donc là, on est dans le risque. Et ça peut rejoindre certains indicateurs, d'ailleurs, qui sont faits maintenant parfois par l'INSEE également, qui sont plus de pauvreté, 14% de la population quand même, mais le fait d'être à risque de pauvreté, et une manière triviale de le mesurer, c'est de se dire au cours des 3 dernières années, qui a été pauvre? Donc, je ne dis même pas que vous, là, on pourrait tous être à risque de chômage demain matin ou d'avoir un gros accident de la vie, mais objectivement, sur les 3 dernières années, combien de pourcentage de gens sont passés dans la zone rouge? Et là, évidemment, on est à beaucoup plus de 14%. J'ai malheureusement pas trouvé le dernier chiffre, mais je pense qu'on est plutôt, comme disait Daniel, le 20-25%, parce que là, il y a beaucoup de mobilité autour des seuils. Alors, cette précarité, en plus, elle est un peu là. Et puis, on peut trouver une notion de vulnérabilité qui désigne encore plus cette notion d'exposition à des imprévus, des stress. Voilà certaines
définition qu'on trouve en économie. Et puis, je trouve que ce sujet fait peut-être référence à autre chose, pas un risque individuel, mais un risque systémique, parce que nous, on emploie beaucoup le mot de vulnérabilité en économie pour pas parler de la vulnérabilité d'un individu, mais la vulnérabilité d'une économie. C'est quand une économie est à risque de banqueroute, à risque de fluctuation, comme nous connaissons un petit peu aujourd'hui. Et donc, du coup, tout ça, ça m'a invité à penser à tout ce qui est autour de la question de crise économique, vulnérabilité économique et santé. Alors voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que pourrait raconter l'économiste sur ce sujet? Ben d'abord, on aurait envie d'étudier tous les liens, et on va voir quelques-uns entre vulnérabilité économique et santé. On va les détailler petit à petit, puis après, on va se demander pourquoi on s'intéresse à ça. Et enfin, 2-3 idées pour faire quelque chose. Alors, on va aller vite, je te rassure, Régis. Quels sont les effets d'abord de la vulnérabilité économique sur la santé? Première question, précarité, qu'on a pu demander aux économistes. Alors, ce graphique que vous venez de voir à 15 secondes, c'est mon graphique favori. J'ai sévi dans la littérature sur les liens entre revenus et mortalité. Et ce graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a permis de détailler, donc, tout au long de la hiérarchie des revenus, quelle était l'espérance de vie associée. Quand on voit ce graphique à gauche, on a la courbe parfaite que nous enseignons à tous nos étudiants de première année quand on désigne une fonction de production. Un facteur, au début, il y a des rendements croissants. Donc on met un petit peu plus de revenus, et là on a des gros gains en santé. C'est une forme d'exponentielle au début. Et puis petit à petit, eh bien, ça continue à être croissant, mais là on commence à rentrer dans une zone que nous on appelle un rendement décroissant. Ça prend une forme de logarithme. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on continue à augmenter la santé quand on augmente le revenu, mais de moins en moins vite. Et puis au bout d'un moment, ça sert presque plus à rien de continuer à augmenter le revenu si le but c'est la santé. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, ça nous dit que quand on est en bas de l'échelle, c'est très problématique. Là, la pauvreté tue, et on en a la preuve. Ce que ça nous dit ensuite, c'est que même un régulateur qui n'en aurait strictement rien à faire de l'inégalité, qui n'aurait strictement rien à faire de la pauvreté, qui s'intéresserait juste à l'efficience de l'utilisation des ressources dans l'économie, devrait se dire, si mon objectif final, c'est que la population soit en bonne santé, ben dans ce cas-là, il faut interdire les hauts revenus, parce que ça ne sert à rien du point de vue de la santé que les gens aient des hauts revenus. Et donc, dans ce cas-là, j'appelle Robin des Bois, qui me fait un transfert qu'on appelle à la Pigou Dalton. Il va piquer à quelques riches pour donner à quelques pauvres. Alors ça, c'est un argument extrêmement fort. Tous les gens qui pensent que les notions d'efficience et d'équité ou de redistribution s'opposent, c'est totalement faux. L'efficience nous dit que ce soit en termes de santé ou de bien-être, on a exactement les mêmes relations avec le bien-être. C'est extrêmement dur de faire un cadeau à quelqu'un de très riche. Il a tout. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité de lui offrir quelque chose de monétaire qui lui apporte de la satisfaction. Alors que c'est très possible de faire un cadeau à quelqu'un qui n'a rien, parce que n'importe quoi lui fera plaisir. Bon, et ben c'est pareil avec la redistribution. Prendre un petit peu d'impôt à quelqu'un qui a des hauts revenus, ça ne change rien à sa vie. Donner une allocation à quelqu'un ou augmenter le RSA pour quelqu'un qui n'a que le RSA, ça change considérablement ses conditions matérielles d'existence et le bien-être qui est associé. Et donc, jusqu'en raison de la forme de cette fonction de production qui existe pour la santé et le bien-être, or il me semble quand même qu'une politique publique a pour objectif, à minima, s'intéresser au bien-être de la population, eh bien ça nous invite à dire que les politiques redistributives, elles sont justifiées juste d'un point de vue de la bonne utilisation collective des ressources de l'économie, indépendamment, j'insiste bien, juste pour des questions de bonne gestion et pas pour des raisons de solidarité. Et ça me semble un point important à rappeler. La deuxième chose que je montre à droite, c'est le même exercice aux États-Unis. Donc 12 ans, 13 ans d'espérance de vie différentielle à gauche chez les hommes. À droite, la même chose aux États-Unis. Ils arrivent à 14 ans et demi. C'est pas très différent. On voit souvent les États-Unis comme un pays de sauvages. En matière de santé, ils n'arrivent pas à des inégalités très différentes des nôtres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez les mêmes résultats dans 4 zones géographiques. Détroit, Dallas, San Francisco et New York. Ce que vous voyez,
c'est que alors, ça n'a pas la même forme parce que ici, l'unité en bas, c'est le rang et pas le niveau de revenu. Ça serait beaucoup plus étalé. Ça aurait la même forme si c'était à la même échelle. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est quand vous êtes en haut des revenus, là, entre 10 et 20, donc entre la moyenne des revenus, le revenu médian et le plus haut revenu, ça ne change rien que vous habitiez à Houston ou à New York. En revanche, quand vous êtes pauvre, ça change tout. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'organisation sociale, les politiques publiques, ça joue sur les personnes en bas de l'échelle sociale. Et donc, vous savez aux États-Unis, par exemple, que le système de santé fédéral est très limité et qu'il est essentiellement décliné au niveau local, au niveau des États. C'est la même chose pour la plupart des politiques de lutte contre la pauvreté. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes à New York ou à San Francisco, qui ont des politiques très généreuses, eh bien, ils arrivent à modifier, alors ça c'est important, l'association qui existe entre santé et revenus. C'est pas qu'il faut qu'il y a moins de pauvres. Il y a peut-être autant de pauvres à New York qu'ailleurs. C'est que être pauvre à New York n'a pas le même impact sur la santé dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça veut bien dire que là, c'est pas nécessairement... Alors, peut-être qu'il y a un petit écart de niveau absolu de pauvreté, mais c'est surtout que c'est pas nécessairement en faisant que les gens sont moins pauvres, c'est que l'on arrive à faire que la pauvreté n'est pas associée au même niveau de mortalité. Deuxième effet, vulnérabilité économique et santé. Nous, les économistes de la santé, on s'est beaucoup intéressé à l'effet inverse. Est-ce qu'être en mauvaise santé, ça ne rendrait pas pauvre, vulnérable? Alors ça, c'est des choses que moi, j'avais fait à gauche il y a longtemps pour vous montrer que, eh bien oui, on avait pris des gens en emploi avec des indicateurs de santé, la mauvaise santé, du surpoids, de l'obésité, des comportements à risque, contrôler de leur santé, et on avait regardé leur risque d'être chômeur 4 ans après. Risque d'invalidité majeurement associé à la santé. Mais le fait d'être chômeur, donc c'est-à-dire de chercher à travailler et de ne pas y arriver, eh bien c'est associé à la mauvaise santé, mais c'est associé aussi aux facteurs de risque. Et par exemple, l'obésité chez la femme, c'est un facteur excluant sur le marché du travail, indépendamment de toute conséquence sur l'état de santé, l'absentéisme, etc. Et la raison, c'est que l'obésité est vue comme une déviation par rapport à une norme sociale, comme un tabagisme élevé. Et quand je vois quelqu'un qui est trop gros ou quelqu'un qui fume beaucoup, je projette plein de trucs. D'abord, peut-être qu'il boit, celui qui fume beaucoup. Et puis quand même, il n'est pas capable de suivre ce que lui dit son médecin. Il n'est pas capable de s'arrêter de manger. Donc, il n'a pas cette capacité de contrôle sur lui-même. Et on peut imaginer qu'il ne sera pas en capacité de contrôle, qu'il sera ingérable par sa hiérarchie, qu'il ne comprendra pas les enjeux. Il y a plein de projections sur le marché du travail. Et donc, maintenir les gens en bonne santé, ça a des conséquences. Deuxième chose, les indemnités journalières, c'est d'actualité. Alors, les indemnités journalières et les arrêts maladie, les indemnisations. Une enquête, la vie 2 ans après le cancer, niveau de diminution, pourcentage de gens qui ont connu des diminutions de leurs revenus en cas de leur cancer. On est en train de parler d'une ALD, on est en train de parler de la maladie qui a le plus haut statut social, si vous m'autorisez ça, c'est-à-dire celle qui a le moins de conséquences sur la carrière des gens, parce que dans beaucoup de milieux, ça paraît pas chic de virer quelqu'un qui a un cancer, alors que toutes les autres maladies sont beaucoup plus excluantes. Je parle de la pathologie mentale en premier, mais même d'autres maladies. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est que les régimes actuellement d'indemnisation sont absolument pas uniformisés. Or, on a fait beaucoup d'efforts au cours des dernières années d'homogénéiser la couverture maladie des gens, absolument aucun sur la couverture du risque. Donc ça veut dire que quand les indemnités journalières de la sécurité sociale baissent ou ne sont pas engendrées, eh bien ça fait que ça va encore augmenter les inégalités, puisqu'il y a des groupes qui ont beaucoup moins de couverture complémentaire en cas d'arrêt maladie. Et donc, ça dépend des conventions collectives, mais les cadres du privé, j'insiste, sont ceux qui ont de très très loin les meilleures couvertures en cas de risque maladie. Par ailleurs, quand vous avez un emprunt, vous avez la possibilité de suspendre votre emprunt quand vous êtes en ALD. Si vous êtes locataire, personne ne paye
votre logement. Et donc, à ce titre-là, on a de la pauvreté, de la très grande pauvreté et de l'exclusion sociale qui a pour origine la maladie, indépendamment du fait que vous repreniez ou pas après. Troisième chose, l'accès aux soins. Alors, on nous a dit que ça comptait pas pour beaucoup, mais enfin quand même. Ça compte parce que moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'on est le pays d'Europe qui a les plus grandes inégalités de recours aux spécialistes, par exemple. Et donc là, on se dit que ça joue peut-être un peu dans nos mauvais classements. Alors, ça, c'est des résultats qu'on a faits. En fonction du revenu, quintile de revenu à gauche, le sur-risque de recourir à un généraliste ou un spécialiste dans l'année. Pardon, donc ça augmente. Et là, c'est contrôlé de l'éducation, c'est contrôlé de la profession, c'est contrôlé de la couverture maladie. Donc c'est ce qui reste d'un effet pur du revenu, une fois qu'on a évacué la région d'habitation, que les gens, ils habitent pas au même endroit, qu'ils n'aient pas le même niveau d'éducation, donc ils comprennent rien, bon, si c'est des mauvaises mesures, mais enfin voilà, etc. Et là, on a encore un effet revenu fort qui reste. On le trouve bien évidemment très fortement sur tous les soins préventifs. Je ne l'ai pas mis là parce que ça c'est connu, mais là on est même sur du recours de base, y compris de généraliste. Et donc ça veut dire que même en créant la CMU, c'est contrôlé de la CMU, on n'a pas tout enlevé, loin de là. Et donc il y a encore des efforts à faire là-dessus. Deuxième chose, à droite, renoncement aux soins, indicateur qui était l'équivalent des besoins de soins non satisfaits, en fonction du niveau de revenu, à droite. Et le sur-risque, c'est standardisé à 1 pour les plus riches, le sur-risque de renoncer à un soin pour 3 motifs: raison financière, délai d'attente ou distance. Bon, évidemment, ce qu'envers les raisons financières, ça augmente plus on est pauvre. On s'attend à ce que le renoncement pour raison financière, on n'avait pas l'argent pour avancer ou payer, c'est normal. Les délais d'attente sont égalitaires. Si je puis dire, tout le monde souffre de la même manière des délais d'attente. Il y a presque autant de gens qui souffrent de délais d'attente que de gens qui souffrent de renoncement pour raison financière, mais ça touche tout le monde pareil. Par contre, il y a un truc qui n'est pas fréquent du tout, c'est 5% de la population, mais qui ne touche pas du tout le monde de la même manière, et c'est le renoncement dû à la distance. Et là, on a des multiplications par 4 ou 5 des risques de connaître un renoncement lié à distance. Donc ça veut dire que la personne à qui on a donné la complémentaire santé solidaire, qui est le nouveau nom de la CMU, on lui a donné la complémentaire santé solidaire. Donc son problème, c'est pas de payer la consultation, son problème, c'est d'y aller. Et donc, tant qu'on n'a pas résolu le problème d'y aller, on ne le fait pas. Alors là encore, et je suis à la commission des comptes de la santé, quand on dit, j'assévis, je vais me présider, donc voilà, quand on dit qu'il faut couper les frais de transport pris en charge par la Sécu, ça peut s'entendre pour certains. La seule chose, c'est que sur qui ça va tomber? Ça tombe sur les personnes qui sont plus modestes, parce que elles ont plein de raisons de l'être, elles sont plus souvent seules. Donc il y a moins de personnes pour vous amener. Il peut y avoir des problèmes financiers, je ne sais pas moi, pour mettre de l'essence dans la voiture. Elles n'habitent pas au même endroit. Quand on a des difficultés dans la vie, prendre le bus, tout ça c'est compliqué, etc., etc. Et donc, et je ne parle pas des pathologies mentales qui par nature sont extrêmement limitantes dans la capacité de se déplacer. Cumul qu'on a observé pendant la pandémie, comment la vulnérabilité économique se multipliait avec la vulnérabilité sanitaire. À gauche, ce qu'on observait pendant la pandémie, qui étaient les personnes qui ont subi des renoncements aux soins. Est-ce qu'il y a eu un effet de la vulnérabilité économique sur les renoncements aux soins? Les renoncements aux soins pendant la pandémie n'étaient pas ceux habituels, c'était pas financier, délai d'attente ou distance, c'était est-ce que j'ai pas consulté parce que j'avais peur de me faire infecter? Est-ce que j'ai connu, est-ce que j'avais un soin qui a été planifié, qui a été déplanifié ou décalé ad vitam aeternam? Ou est-ce que j'ai cherché à prendre rendez-vous et je n'ai pas réussi? Association très forte de la vulnérabilité économique avec ces 3 indicateurs. Mais surtout ce qu'on voit, sauf, pas sauf, toujours significatif, mais surtout significatif chez qui? Chez les gens en très mauvaise santé. Ceux qui, à la santé perçue, nous répondent qu'ils ont une santé perçue mauvaise.
C'est pas rien, c'est un petit pourcentage de l'échantillon de l'enquête Cher qui nous dit ça. C'est 25-30% max de la population. Donc ça veut dire que ceux qui sont globalement en bonne santé, enfin globalement en bonne santé à 80 ans, on a quand même besoin de soins. Mais quand on se déclare, voilà. Après, ceux qui nous disent avoir une santé moyenne, ils ont déjà tous des maladies chroniques. Ceux qui nous déclarent avoir une santé mauvaise, ils sont pas en bon état et ça rejoint les personnes fragiles dont on a parlé tout à l'heure, etc. Eh bien, eux, c'est eux sur qui on a une interaction. C'est-à-dire qu'il y a un effet de la vulnérabilité, ils ont eu des difficultés, et la vulnérabilité a plus d'effet chez eux que chez les autres, la vulnérabilité économique. Par ailleurs, on est en train de faire des comparaisons des déterminants du recours aux soins aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le recours à tous les soins par rapport à 2019, il a baissé. Dans un échantillon de gens qu'on suit, qui ont donc tous 50 plus. 50 plus, normalement, ça fait qu'on vieillit, ça fait qu'on se soigne plus. Sauf pour certains soins de screening, de dépistage, au bout d'un moment, les gens ne les font plus, qu'ils doivent le faire ou pas. Mais c'est tout petit. Donc qu'est-ce qu'on voit? Cette population, elle aurait dû se soigner plus, elle se soigne aujourd'hui moins. Pourquoi? Alors ça change selon les soins. Parce qu'on a une plus faible association entre le besoin de soins et le soin. Donc ça veut dire que les gens, avant, ce qu'on veut, un système équitable, c'est que les malades, ils se soignent plus. Eh bien, les malades se soignent proportionnellement moins qu'avant la pandémie. Et d'autre part, on a un effet de la vulnérabilité économique sur le recours aux soins. Donc ça, c'est l'inéquité en termes de social. Donc on a réussi à augmenter toutes les inéquités du système de soins. Voilà. Bon. Ça, donc on aurait peut-être un petit problème de priorisation, mais pas que de vulnérabilité sociale, de vulnérabilité sanitaire. Est-ce qu'on repêche les malades, quoi? Voilà. Bon, crise économique, on a des effets ambigus, ça c'était juste pour discuter 30 secondes et dire que la crise économique, elle n'est pas toujours mauvaise pour la santé. Il y a toute une littérature compliquée là-dessus, mais juste pour dire que c'est plutôt mauvais pour les gens en bas de l'échelle pour une fois, mais les autres, parfois, il y a des gens qui étaient très contents d'avoir l'activité économique qui s'est arrêtée pendant le premier du confinement pour profiter de leur jardin. Alors, autre question, s'il me reste 5-10 minutes, pourquoi s'intéresser aux vulnérabilités liées à la santé? Peut-être parce que c'est des vulnérabilités qu'on trouve plus injustes. Alors, l'économiste, il aime bien se poser la question de est-ce que c'est vrai ça? Bon, première chose, pourquoi les individus voudraient ça? Bon, d'abord parce que avoir des gens pauvres en mauvaise santé, c'est mauvais pour tout le monde. Il y a quand même des épidémies qui se diffusent, il y a des dépenses de santé qu'on finance collectivement, donc on a tous un intérêt collectif à limiter la casse en matière de demande de santé. Et c'est un des gros arguments pour maintenir l'aide médicale de l'État. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, pourquoi? Bien, parce que les gens sont ce qu'on appelle averses au risque, la plupart des gens, et qu'on ne sait pas ce qui viendra de notre vie demain. Et on préfère globalement vivre dans un système qui pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, prendra en charge leur vulnérabilité. Et ça, un peu de manière égoïste, je voulais le mot désiration. Après, les gens sont peut-être altruistes. Ensuite, les gens sont peut-être averses à l'inégalité. Et quelle inégalité? Alors, je saute la mesure d'aversion au risque pour passer à ça. Le suivant, s'il vous plaît. Petite question qu'on a posée dans une enquête. Considérez deux territoires, on ne sait pas ce que c'est. C'est deux noms de villes au Pérou. Imaginez qu'il existe 3 programmes de prévention possibles. Ces 3 programmes de prévention conduisent à ces espérances de vie possibles dans 2 territoires. Le premier programme conduit à une espérance de vie de 81 ans à Rimac, 88 à Miraflores, moyenne 84,5. 82 à Rimac, 85 à Miraflores pour le second, 83,5 en moyenne, 81 pour le troisième programme. Merci de classer ces 3 programmes selon vos préférences. Aujourd'hui, toutes les autorisations de mise sur le marché d'un médicament, vous regarderez quoi? Classerait en A le programme 1, parce que c'est celui qui arrive à la meilleure espérance de vie en moyenne. 84 ans et demi. Solution efficiente, waouh. Optimum de Pareto, on va dire. Enfin, pas Pareto, mais enfin, utilitariste. Solution détestée par tout le monde. C'est-à-dire,
c'est le plus faible pourcentage de gens qui la classent en 1 et le plus de personnes qui le classent en 3. Donc cette solution utilitariste qui conduit à chercher à augmenter la santé en moyenne, ça ne plaît à personne. Qu'est-ce qu'ont choisi les gens en premier? La plupart des gens ont choisi la solution 3, qui conduit à casser de l'espérance de vie en moyenne pour aboutir à une égalité de l'espérance de vie. Et quand ils ne choisissent pas ça, ils choisissent la solution 2, mes collègues reconnaîtront une solution rawlsienne, où on améliore la situation du plus démuni, on tolère un petit peu d'inégalité, mais parce qu'elle est au profit du plus démuni. On a refait récemment, dans une autre enquête, ça, en changeant, en se disant c'est parce qu'on avait tous des espérances de vie au-dessus de 80 ans. Alors peut-être que dans la tête des gens, 80 c'est OK, quoi. Donc là, on leur a mis des espérances de vie en dessous, entre 75, 78, 79 ans. Les gens détestent toujours autant la solution, la première solution qui est utilitariste. Ils sont plus indifférents entre la deuxième et la troisième, mais en tout cas, ils ont un souci de réduire un peu l'inégalité et de s'intéresser à la solution du plus modeste. Donc oui, les gens ont ça. Alors, par contre, on est en train de se demander, est-ce que les gens n'auraient pas un peu plus de problèmes avec, pas moins de problèmes avec les inégalités de revenus? Et donc, les gens détestent les inégalités d'accès aux soins, c'est plus détestable, mais elles ont un coût, et quand on demande aux gens s'ils sont OK pour payer plus d'impôts, pour offrir plus de soins à tous, la réponse est non. Et quand on leur demande si les gens devraient avoir accès aux soins financés par la Sécu, quand ils se comportent d'une manière qui nuit à leur santé, ils nous disent non aussi. Donc en fait, quand on gratte dans les détails, ce que ça veut dire, c'est que les gens sont OK, disent a priori qu'ils sont égalitaristes, mais en fait, ils ont des petits soucis avec la responsabilité. D'année en année, on voit augmenter la volonté de responsabiliser les gens, et ça, c'est dangereux. Et donc, du coup, eh bien, les politiques, et c'est vraiment la dernière, eh bien, on en déduit quoi de tout ça? On peut réduire la vulnérabilité économique, les déterminants sociaux de la santé, certainement les plus efficaces, sauf qu'ils renvoient au fait que les gens soient averses à l'inégalité de revenus. Si les gens tolèrent les inégalités de revenus, s'ils les trouvent naturelles, si dans une société, ces gens se disent, mais il y en a qui ont bien travaillé à l'école, c'est juste qu'ils aient un meilleur salaire. Alors, ça c'est compliqué parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ont plus d'aversion à l'inégalité en matière de santé qu'en matière de revenus. Et donc, du coup, tout mettre sur les déterminants sociaux de la santé, moi je trouve ça dangereux, je vous le dis. C'est là que je m'éloigne finalement de ce que je mesure d'un côté, c'est que l'acceptabilité de ce genre de politique pose tout de suite la question de mais pourquoi ils sont pauvres ceux-là, pourquoi ils n'y arrivent pas, etc., etc. Alors que quand on commence à parler que de santé et à s'éloigner du comportement, eh bien on commence à rentrer dans la zone d'empathie collective, à parler de la maladie, à parler d'autres choses, et en termes de volonté de redistribution, et eh bien moi je trouve que ça dévertue quand même. Donc si on pouvait au moins s'attaquer correctement aux inégalités du système de soins, ça serait peut-être pas mal. Et puis quand même, la dernière dimension, l'impact de la santé sur les outcomes économiques et sur le marché du travail, ça c'est un sujet très important et qui aujourd'hui, je trouve, n'a pas été pris à sa juste mesure par les personnes qui s'intéressent aux politiques visant à réduire les inégalités de santé. Merci.